Bonsoir et bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque mois pour faire la part belle de l'attractivité et du dynamisme de notre territoire. Au programme, aujourd'hui, focus dans un premier temps sur l'incubateur The Pool, cette structure d'accompagnement de projets de création d'entreprises. Et puis dans une seconde partie, nous parlerons de l'ENIM, cette école d'ingénieurs qui compte dans le paysage de l'enseignement supérieur du département, mais aussi au-delà des frontières. Allez, on attaque tout de suite avec le sommet. Au programme aujourd'hui, nous vous emmènerons pour commencer à Osny, dans les locaux de MCVE Technologies. Jeune start-up mosellane, elle veut mettre l'Europe à ses pieds avec ses procédés innovants dans l'électronique imprimée. Ensuite, direction Sarreguemines. Depuis le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, la société Effisav, spécialisée dans les domaines de l'énergie, croule sous les demandes. Le nombre de pompes à chaleur vendues n'a jamais été aussi haut. C'est un peu le TripAdvisor des entreprises. Le réseau Plus que Pro est devenu en quelques années une référence pour les consommateurs et les entrepreneurs. Nous sommes allés à Marly, dans leur antenne mosellane. Enfin, nous irons à Bassam. Depuis leur création en 2016, les ateliers de Bassam se font une place dans le paysage départemental. Les experts de la maintenance de matériel roulant ferroviaire voient même le travail arriver de toute l'Europe. Beaucoup de choses comme à chaque fois dans votre rendez-vous éco et en plateau avec moi. Aujourd'hui, nous retrouverons dans un second temps Pierre Chevrier, directeur de l'ENIM. Mais avant, Martin Gréder, directeur de l'incubateur innovant The Pool, est à mes côtés. Bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir, très bien, je vous remercie. Alors pour nos téléspectateurs, The Pool, c'est une structure d'accompagnement de projets de création d'entreprises, pour résumer globalement. Concrètement, quelle sorte d'appui vous apportez ? On va apporter un appui sous forme d'accompagnement individuel à des personnes qui portent des projets entrepreneuriaux innovants. C'est l'ADN qui regroupe l'ensemble des projets que nous accompagnons. Donc nous allons à la fois essayer d'accompagner le projet à déminer, éviter des erreurs qu'on rencontre régulièrement, mais également évidemment finaliser sa recherche et développement, lui trouver les bons partenaires, l'orienter sur les financements qui sont nombreux, et évidemment intégrer un collectif qui va permettre d'échanger avec ses pairs. Alors vous parlez d'erreurs justement, quelles sont ces erreurs que les jeunes start-upers font régulièrement ? Alors, une des erreurs les plus classiques est de penser que sa conviction est la conviction du marché. Parce que je pense que c'est une bonne idée et que ça correspond à mon besoin, c'est que je vais réussir à lancer mon entreprise et qu'elle va être une entreprise à succès. Or, ce n'est pas le cas. L'innovation, par définition, implique que vous allez proposer à vos clients quelque chose de nouveau et donc ils ne vous attendent pas. Donc il est très important, par exemple, de faire des études de marché très poussées, ce qu'on appelle une confrontation au terrain et de façon non biaisée. Et donc vous les aidez dans cette étude de marché ? Par exemple, effectivement, toute la première partie d'accompagnement qui est un accompagnement collectif, on rassemble une dizaine de porteurs de projets, on va les aider avec des experts tiers à se confronter à leur marché, à identifier si réellement il y a des clients, qui sont ces clients, comment est-ce qu'ils se comportent, de quoi ils ont besoin, et par exemple à quel prix pour acheter votre produit ou votre service. Alors concrètement, si moi je suis un jeune start-upper, je veux monter demain ma boîte sur un projet quelconque, comment est-ce que je fais appel à vous ? Comment ça se passe ? Alors très simplement, soit vous pouvez venir nous voir à Blida, donc dans les locaux, l'incubateur. Parce que vous êtes installé à Blida. Oui, effectivement, je ne vous ai pas précisé, mais l'incubateur est installé à Blida. On est ouvert de façon assez classique. Vous pouvez venir nous voir, nous rencontrer, discuter, on fixera un rendez-vous ensemble. Vous pouvez évidemment nous joindre via les réseaux sociaux ou alors via une plateforme qui s'appelle Vianeo, questforchange.vianeo.com. Vous pouvez déposer quelques informations sur votre projet et on vous recontactera pour vous proposer un premier rendez-vous. Ce rendez-vous servira en fait à qualifier le degré de maturité de votre projet, où est-ce que vous en êtes, savoir si vous en êtes au bon stade d'avancement pour pouvoir être accompagné. Alors combien, vous avez un chiffre peut-être, combien de startups vous avez accompagné depuis votre création en 2018 ? C'est ça, fin 2018, on a lancé l'incubateur, on a accompagné une bonne 60aine de projets depuis, et on a en permanence entre 20 et 30 startups qui sont en incubation. Alors vous avez lancé début d'année un appel aux entrepreneurs, c'est la 8e promotion d'entreprises innovantes en Start Class, vous appelez ça Start Class. Ça a déjà commencé, c'est la première étape, c'est ça ? Exactement, donc l'accompagnement proposé par l'incubateur est en 2 étapes. Première étape, donc collective Starter Class, 2 jours par semaine pendant 3 mois. C'est une espèce d'école de l'entrepreneuriat où on va apprendre à avoir les bons réflexes, à savoir se confronter à son marché, à faire des prévisions financières, etc., etc. Ensuite, les porteurs passent devant un comité d'engagement qui va décider si oui ou non ce projet a du potentiel et va être accompagné au-delà. Parce qu'il y a des critères de sélection. Il y a des critères de sélection, donc le degré de maturité. Donc est-ce que j'en suis au stade d'une idée ? Est-ce que j'ai déjà un prototype ? Est-ce que j'ai déjà testé ce prototype ?
Voilà. Mais il y a également des critères liés à la disponibilité, puisque monter une start-up, c'est vrai que c'est extrêmement exigeant et ça va être compliqué si vous devez avoir d'autres activités à côté. Des critères d'implantation. On est un outil d'attractivité économique de l'Eurométropole de Metz, donc il est important de pouvoir soutenir les projets qui souhaitent s'implanter sur ce territoire. Voilà, donc on vérifie un certain nombre de ces critères pour pouvoir ensuite passer dans une phase d'accompagnement individuel où là on va délivrer un service d'accompagnement de proximité. Alors combien sont sélectionnés parmi ces promotions? Alors en moyenne, sur 10 projets qui composent la promotion, on a entre 5 et 7 projets qui vont être retenus. Lesquels sont les plus susceptibles d'être retenus? Ce sont des domaines bien particuliers? Alors non, on est un incubateur généraliste. On est capable à la fois d'accompagner des projets purs digitaux, des logiciels SaaS, des plateformes sur Internet, mais également des projets, on va dire, plus industriels, d'innovation industrielle, voire complètement de rupture technologique en lien avec des laboratoires, avec de la recherche fondamentale. Pour autant, on a une petite spécificité quand même qui est liée à notre territoire mosellan, avec des entreprises industrielles fortes et du coup une spécificité sur les projets d'innovation industrielle et particulièrement celles qui touchent, on va dire, la green tech, les green technologies, donc recyclage, nouveaux matériaux, économie d'énergie, etc. C'est la tendance des années 2000. C'est une tendance, il y a d'autres tendances également, mais en tout cas c'est une tendance qui a du sens sur notre territoire. Et quels sont finalement les projets qui reviennent le plus? Quels sont les domaines qui reviennent le plus? Il y a une typologie type depuis 2020 et la crise sanitaire peut-être? Pas tellement. Assez bizarrement, pas tellement. On a une grande variété de projets, c'est-à-dire qu'on a des projets qui sont plus à impact dans le domaine de l'économie sociale solidaire, des industries culturelles créatives. On a une bonne moitié de projets qui se présentent à nous, qui sont des projets, on va dire, numériques, de plateformes, qui digitalisent des services. Et puis, on a effectivement un bon tiers de projets qui sont plutôt à vocation industrielle. Ça va aller, comme je vous disais, de, par exemple, le recyclage des pales d'éoliennes jusqu'à l'amélioration du recyclage des plastiques complexes qui sont aujourd'hui enfouis ou incinérés, malheureusement. Donc voilà, il y a plein de projets industriels de ce type-là. Et c'est finalement la force de The Pool, c'est qu'il y a une multitude de projets différents. Exactement, une multitude de projets. Et ces projets, quand ils sont accompagnés par The Pool, en réalité, ils entrent dans un réseau d'incubateurs à l'échelle du Grand Est qui intègre 5 incubateurs et qui représente à peu près 250 startups. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir leur permettre d'accéder à ces échanges avec des pairs qui ont parfois des technologies proches ou qui adressent une même problématique et ils peuvent se rapprocher et proposer finalement de développer de nouveaux produits ou services ensemble. Alors, une des startups incubées par The Pool, c'est MCVE Technologies. Dans un contexte où les tensions sont très fortes sur le marché des matières premières, l'entreprise mosellane MCVE Technologies veut s'illustrer dans un projet conjuguant impact écologique, souveraineté énergétique et bien sûr croissance industrielle. Nous les avons rencontrés à Osny. Je vous propose de regarder ce reportage. Voici la pâte Eoprom, une substance à base de cuivre. Cette encre, on peut l'imprimer par différents procédés. Ici, on a par exemple de l'impression numérique. On va utiliser une seringue, une aiguille pour pouvoir imprimer les motifs désirés. Autre méthode pour appliquer cette pâte, la sérigraphie ou la pulvérisation. L'utilité de ce process est de produire des tissus intelligents capables de détecter des défaillances dans les matériaux. On va avoir des fonctions intégrées au cœur du composite. On va pouvoir réaliser ce qu'on appelle une fonction chauffage, par exemple, donc faire du dégivrage pour les pales d'éoliennes. Lorsqu'elles sont à l'arrêt, elles se chargent en glace et évidemment, ça impacte leur rendement. Si elles sont constamment dégivrées, on peut tourner tout de suite. L'autre exemple, ça peut être les ailes d'avion. Chaque fois aujourd'hui qu'un avion atterrit au sol en période hivernale, on l'immobilise pour lui mettre un certain produit. Là, on pourrait directement rendre l'avion opérationnel dès son atterrissage. À terme, MCVE Technologies compte fournir les marchés du bâtiment, de l'automobile et de l'énergie. Avec pour l'instant 6 employés, la start-up créée en 2019 souhaite dans les 2 prochaines années passer un cap. Objectif, installer une usine dans la région Messine pour produire à grande échelle ces composites intelligents. Martin Gréder, un mot peut-être sur cette entreprise MCVE Technologies? Effectivement, c'est une entreprise particulièrement intéressante dont la technologie est issue d'une collaboration avec le CEA-Tech de Metz et qui a été labellisée l'année dernière par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à travers le concours iLab qui lui a permis à la fois d'avoir une validation de sa technologie au niveau national,
d'importance pour le ministère et de se voir remettre une subvention pour permettre de continuer sa R&D. Voilà, donc ça fait partie des pépites que nous avons en ce moment en portefeuille. Alors dernière question avant de nous quitter. The Pool est installé à Blida, nous le disions tout à l'heure. Quel est l'avantage finalement de cette localisation ? Alors, plusieurs avantages. D'une part, on est sur un site de 33 000 m² avec beaucoup d'activités très différentes, beaucoup d'entrepreneurs dans différents domaines, qui ne sont pas seulement dans le domaine de l'innovation. On va trouver des designers, on va trouver des artisans, on va trouver des créatifs. Donc l'intérêt pour quelqu'un qui vient monter une entreprise, c'est qu'il va pouvoir trouver des ressources différentes, partager, échanger avec des gens qui ont des problématiques évidemment semblables, mais qui ont une autre façon de la résoudre. Et puis enfin, c'est un site qui offre de multiples possibilités d'organiser des événements avec des salles événementielles, donc particulièrement intéressantes pour des startups qui se lancent. Bien, merci infiniment Martin Grieder d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Direction désormais, si vous le voulez bien, Sarreguemines. La société Effisav fait face à une demande toujours plus importante. En effet, elle travaille dans le domaine de l'énergie avec l'installation notamment de pompes à chaleur. Je vous propose de regarder ce reportage. Jusqu'ici, la facture énergétique de cette habitation s'élevait à près de 2 500 € à l'année. Ces générateurs-là qui fonctionnent avec de l'énergie fossile et qui sont extrêmement énergivores. Donc cette installation sera complètement amenée à disparaître. Grâce aux appareils dernière génération installés par Luc, la facture sera divisée par 2. Dans la même idée, le dirigeant réalise énormément de services après-vente. Éventuellement, donner un petit coup de soufflette pour enlever toutes les aspérités. Le client a eu une panne, donc on a constaté que c'était une panne électronique. Et donc j'ai repris la carte au sein de l'atelier et j'ai refait la soudure. J'ai constaté qu'il y avait un relais électronique qui était dessoudé sur la carte. Donc on l'a remise en état, nettoyé, ressoudé le point chaud. Une carte neuve aurait coûté à la cliente près de 1 500 €, 4 fois plus qu'une simple réparation. Aujourd'hui, l'attrait, c'est vraiment de poser des appareils comme les pompes à chaleur, les ballons thermodynamiques, les clims. Et tous ces produits-là nous permettent de consommer un minimum d'énergie et une performance très haute à ce jour et qui répond vraiment aux attentes de tous les clients. Avec plus de 250 000 € de chiffre d'affaires, la société est une référence dans ce secteur. Elle fait partie d'ailleurs du réseau Plus que Pro. Prochaine étape, un déménagement dans des locaux plus appropriés à l'horizon 2023. C'est un peu le TripAdvisor des entreprises. Le réseau Plus que Pro est devenu en quelques années une référence pour les consommateurs et les entrepreneurs. Nous sommes allés à Marly dans leur antenne mosellane. Reportage. C'est un peu le TripAdvisor des entreprises. Le réseau Plus que Pro référence des milliers de sociétés pour guider les futurs clients dans leurs choix. Quand on est entrepreneur et professionnel, on a tous besoin de faire savoir son savoir-faire et il est très difficile de le faire savoir, même quand on en a un. De l'autre côté, lorsque l'on est consommateur, il est tout aussi difficile de choisir une bonne entreprise, de ne pas se tromper. Et pour ne pas se tromper, le réseau sélectionne ces entreprises grâce à des critères bien précis comme l'ancienneté. Il faut au moins avoir 3 ans d'existence, ou la santé financière. Son chiffre d'affaires doit être supérieur à 200 000 €. Un vrai gage de qualité pour les consommateurs. Mes futurs clients peuvent voir mes anciennes rénovations, les notes que mes anciens clients m'ont données, et ils se sentent rassurés. Il y a des bonnes répercussions, parce que chaque client qui m'appelle ont été voir le site, ont vu nos photos, ont vu nos notes, et m'appellent en fonction de ça. Un cercle vertueux donc. Son fonctionnement, il suffit de faire votre recherche sur leur site internet pour trouver ce dont vous avez besoin. À terme, quand un artisan investit 1 € dans la solution Plus que Pro, à la sortie, il se retrouve avec 20 €. Et si vous voulez, c'est important et capital pour les entrepreneurs de comprendre que leur richesse de demain, c'est leur transparence d'aujourd'hui. Dans une époque toujours plus connectée, Plus que Pro s'est positionné sur un marché dont elle est désormais le leader en France. Aujourd'hui, les notes et avis sont, de loin, la source d'information la plus importante pour les consommateurs.
Depuis leur création en 2016, les ateliers de Bassam, cette société spécialisée dans la maintenance de matériel roulant ferroviaire, se fait une place dans le paysage mosellan. Le travail arrive même de toute l'Europe, même si la crise sanitaire n'a pas su freiner son activité. Reportage. Cette machine 100% mosellane, fabriquée à Saint-Julien-les-Metz, a été conçue spécialement pour les ateliers de Bassam. Cette machine elle a 3 fonctions principales. Le contrôle des ressorts à lame sur cette presse-là, sur cette table. Ensuite, le deuxième type de ressort, c'est les ressorts liquido que nous voyons en bas. Et dernière fonction, c'est le contrôle des tampons olibitoires, qui sont les parties qui se touchent lorsque 2 wagons s'entrechoquent. Cette société occupe depuis janvier 2019 cet ancien hall d'ArcelorMittal, un lieu de 22 000 m² à l'abandon depuis 5 ans. Ici, les wagons arrivent par centaines pour être révisés. On a la partie centrale ici, qui est la partie de connexion entre le châssis et le bougie. Et sur la partie là, vous avez un ensemble de choses à contrôler. Les chapeaux, le noir, vous avez les ressorts, vous avez les têtes de levage, vous avez la timonerie de frein à l'intérieur. Donc il y a un ensemble de choses qu'il faut absolument changer. Vous voyez cette pièce ici. Et bien cette pièce va être obligatoirement changée. Elle est déformée, elle risque carrément de s'enlever, donc cette pièce-là va être changée entièrement. Une fois les pièces défectueuses remplacées, les wagons sont repeints, floqués et prêts à reprendre la route. On a fait une révision de 6 ans dans l'atelier de Bassam, à BH, en date du 9 mai 2022. Donc ce wagon-là est apte à circuler pendant 6 ans, et juste avant cette échéance-là, dans 6 ans, c'est-à-dire en 2028, il doit absolument rentrer dans un atelier pour être encore une fois revu et révisé. Le chiffre d'affaires est passé de 7,9 millions d'euros en 2019 à 5,6 en 2021. Mais l'entreprise reste bénéficiaire et peut ainsi investir, notamment dans ses équipes, pour continuer de gagner en productivité. Les effectifs ont pratiquement doublé depuis la création des ateliers de Bassam et une 50aine de personnes fait aujourd'hui partie de la société. Et Pierre Chevrier, directeur de l'ENIM, m'a rejoint. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, très bien, merci. Rentrons directement dans le vif du sujet. Metz est une ville qui compte dans l'enseignement supérieur hexagonal. L'ENIM, avec plus de 60 ans d'existence en fer de lance, comment vous jugez justement la place de cette école, de l'ENIM, de votre école, dans l'environnement de l'enseignement supérieur? Alors c'est vrai que Metz a sa place dans l'enseignement supérieur au niveau de l'Hexagone et de la France, puisqu'on a quand même un certain nombre de grandes écoles que je ne citerai pas ici, qui sont installées sur le Technopôle. Il y a également la présence de l'Université de Lorraine sur la place de Metz. Et effectivement, l'ENIM, on l'oublie parfois, est le premier établissement d'enseignement supérieur qui est arrivé à Metz en 1960, qui était au départ hébergé par le lycée Louis-Vincent et qui ensuite a été construit au niveau de l'île du Saulcy. Et nous avons déménagé en 2010 pour intégrer les magnifiques bâtiments que nous avons sous le Technopôle. Donc l'enseignement supérieur sur la place de Metz, c'est effectivement une école qui a une histoire, 60 ans d'histoire. C'est aussi une notoriété à l'international, puisque vous le savez, on a une école en Chine, une école sœur en Chine, à Nanjing, qui fonctionne plutôt bien, donc ça contribue à la notoriété. Et qui dit enseignement supérieur dit recherche, donc aussi s'adosser à des laboratoires et des expertises dans certains domaines de recherche, comme la tribologie, sur lequel on reviendra peut-être en fin d'échange, et des matériaux composites, et la biomécanique, et tout un tas de sujets d'expertise dans le domaine de la recherche. L'école assume ce rôle de locomotive, entre guillemets? Elle assure ce rôle de locomotive, oui. Je peux aussi dire que l'ENI de Metz fait encore partie d'un réseau qui est situé sur les 4 coins de la France, puisqu'on a une ENI à Tarbes, Brest, Saint-Étienne et donc Metz, qui fonctionne toujours en réseau. Donc ça nous permet effectivement d'avoir un positionnement géographique national, d'avoir des échanges d'étudiants aussi qui se font sur ces différents sites. Donc oui, on est locomotive. Alors vous le disiez, Metz est implanté au cœur de l'Europe avec les frontières de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne. Les relations internationales font partie intégrante de la culture de l'ENIM? Oui, j'allais vous dire, on a plus de relations avec l'Argentine, la Colombie et la Chine qu'avec l'Allemagne, le Luxembourg. Des relations mondiales. Voilà, donc les jeunes aiment bien aussi l'exotisme, hein, donc ils ont plus facile et sont souvent plus motivés à partir loin dans des destinations un peu plus lointaines qui les font un peu plus rêver. Mais nous avons tout de même des relations évidemment avec l'Allemagne. On a un double diplôme par exemple avec Kaiserslautern. Nous avons des relations régulières avec le Luxembourg également. Donc le positionnement international d'une école est effectivement extrêmement important. C'est historique dans l'école. On a 2 sujets sur lesquels on peut considérer qu'on a
on a une place certaine à assumer, qui est la relation avec le monde industriel et les entreprises, et le positionnement sur l'international avec des mobilités qui sont importantes. Et on a de l'ordre de 10 à 15% d'étudiants internationaux dans l'école en permanence. Alors, changement de thématique, si vous le voulez bien, Pierre Chevrier. Aujourd'hui, l'ENIM compte environ 14% de femmes pour 86% d'hommes. Dans les métiers de l'industrie, ce chiffre est à peu près équivalent. Des chiffres en constante augmentation d'année en année, il faut quand même le souligner. Comment accélérer la cadence, selon vous ? Alors, j'allais dire en légère augmentation. Alors, c'est un sujet qui est vraiment historique, hein. On en discute beaucoup et on cherche des pistes. Parce qu'effectivement, on tourne aux alentours des 14-15% de jeunes filles, de jeunes femmes dans nos promotions. La première raison qu'on identifie, c'est l'image de l'industrie, qui est encore une image qui n'est pas claire, qui n'est pas celle que l'on connaît aujourd'hui, notamment avec toutes les grandes mutations qu'on observe aujourd'hui dans l'industrie, hein, avec la robotisation et toutes ces choses-là, la digitalisation, l'intelligence artificielle. Mais il y a encore une image qui n'est pas la bonne et donc qui n'attire pas les jeunes filles, surtout quand on est dans le domaine du génie mécanique ou du génie industriel. Donc il faut travailler sur cette image, il faut y travailler avec des partenaires, pour ne pas les citer, l'UMM Lorraine par exemple. Concrètement, comment on fait ? Il faut se déplacer dans les collèges, il faut se déplacer dans les lycées, il faut témoigner, prendre des gens qui ont fait des stages en entreprise, qu'on leur explique. Et idéalement, alors on pratique aujourd'hui, nous, ce qu'on appelle de l'immersion, c'est-à-dire qu'on accueille des jeunes collégiens ou des jeunes lycéens sur une journée ou sur une semaine et on leur fait un programme à la carte qui vont leur permettre de découvrir à la fois la pédagogie, la formation, mais en même temps ce que c'est que le monde industriel. Et essayer de repartir avec une image un peu changée par rapport à celle qu'ils avaient initialement en arrivant. Et donc vous avez des événements concrets justement Oui, c'est beaucoup d'événements qu'on organise. Je pense par exemple au Cordées de la réussite, où on essaye de trouver du lien entre les jeunes collégiens. Nous en plus on a 30 à 35% d'étudiants sur boursiers, donc sur critères sociaux, donc pas forcément de familles issues d'ingénieurs et autres, donc avec parfois une connaissance qui n'est pas la bonne du monde industriel. Donc l'idée c'est vraiment de créer des manifestations, les Cordées de la réussite, mais on en a beaucoup d'autres, pour essayer de leur faire découvrir ce monde-là et de casser une image préconçue qui n'est pas la bonne. Vous parlez des Cordées de la réussite, vous insistez aussi beaucoup sur l'égalité des chances. Oui, tout à fait. Oui. On a beaucoup d'actions dans ce domaine-là. On a notamment, aujourd'hui, on forme nos jeunes à la gestion du handicap dans l'entreprise. Donc on a ce qu'on appelle des cordées de handi managers, donc des gens qui sont formés à gérer des personnes en situation de handicap dans l'entreprise, avec les bonnes manières d'aborder les choses. On a beaucoup d'actions aussi dans le domaine social, dans le domaine du développement durable, la responsabilité sociétale. On forme quand même des ingénieurs qui sont de futurs cadres et donc de futurs responsables. Et avec tous les enjeux de société qu'on connaît tous bien aujourd'hui, ça me paraît essentiel. On termine, Pierre Chevrier, sur un troisième thème. L'ENIM, c'est un diplôme d'ingénieur accrédité par la CTI, mais c'est aussi un véritable créateur de liens sociaux. Vous travaillez beaucoup sur le savoir-faire, bien évidemment, mais aussi sur le savoir-être. Oui, on a en 2019 mis en place une stratégie qui est révéler l'homme dans l'ingénieur, l'homme avec un grand H, j'insiste, donc l'humain dans l'ingénieur. Et donc depuis 2019, on travaille beaucoup sur l'être humain, sur ce qu'il est, sur les savoir-être, les savoir-faire. Donc c'est devenu vraiment central dans notre formation. Et ça, on ne l'a pas fait par hasard, on l'a fait parce qu'on a écouté les recruteurs, les patrons d'entreprise, les cabinets de recrutement. Et aujourd'hui, vous le verrez partout dans la presse, la personne que vous recrutez, c'est-à-dire l'être humain que vous recrutez, est devenue prépondérante, ou au moins à égalité avec ses compétences techniques et scientifiques. Donc il faut vraiment travailler sur la personne et l'idée c'est qu'ils mettent du sens dans ce qu'ils font et qu'à l'issue de leur formation, ils se destinent déjà vers une filière et qu'ils n'arrivent pas en se disant mais maintenant je fais quoi avec mon diplôme d'ingénieur. Vous organisez des événements parfois surprenants, toujours dans cette logique de création de liens sociaux. Récemment, c'était le Red Bull Paper Wing, j'espère que je prononce bien, en gros un concours d'avions en papier. Oui. On essaie d'organiser des manifestations un petit peu, je dirais, ludiques, qui vont mobiliser la communauté étudiante autour de choses un peu simples, mais qui en même temps permettent de stimuler la créativité, le travail en équipe, toutes ces choses-là. Donc on organise assez régulièrement des manifestations de ce type-là. Pour revenir sur les Cordées de la réussite, on avait la finale de course en cours qui s'est tenue au début mai. Donc c'est 150 jeunes collégiens qui sont là, sponsorisés par des étudiants ingénieurs de différentes écoles. Et il y a une effervescence derrière un mode projet de créer une voiture qui va aller le plus vite, dont on va expliquer les performances. Donc tout ça contribue, si vous voulez, à faire du lien entre les générations qu'on espère attirer vers nos filières et puis les jeunes d'aujourd'hui qui ont aussi besoin de transmettre un petit peu ce qu'ils font. Pour terminer, quels sont les gros événements à venir pour l'ENIM ? Quel est l'agenda ?
Alors on en a un qui est important, qui est la 33e journée internationale de tribologie qui se tienne le 1er, 2 et 3 juin, donc tout prochainement. Donc, ça consiste en quoi? Là pareil, c'est un événement donc, international qui va réunir les experts scientifiques dans le domaine de la tribologie, donc le frottement pour faire simple. C'est un domaine d'expertise de l'ENIM, de nos enseignants-chercheurs, de notoriété nationale et internationale, donc pour nous c'est essentiel. Et je voulais citer un autre événement, puisqu'on est ici à Moselle TV, qui est donc fortement soutenu par le département de la Moselle et M. Weiten. On a créé une chaire industrielle qui s'appelle Behavior et qui travaille justement sur comment modifier les comportements des personnes en rapport avec la sécurité et la sûreté en entreprise. Et donc le 13 juin prochain, on va inaugurer le premier comité d'orientation et d'évaluation de cette chaire qui, je l'espère, amènera beaucoup de réponses complètement innovantes sur la manière d'aborder la sécurité et la sûreté en entreprise. Bien, le 13 juin prochain, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Pierre Chevrier d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et avant de nous quitter, nous terminons avec, comme chaque fois, avec le chiffre marquant du mois. Et c'est 50 comme le nombre d'années d'existence de l'entreprise Viessmann basée à Folquemont. Elle fête en 2022 un demi-siècle d'activité. En 1972, la famille Viessmann décidait de s'implanter en France. Le gros de son offre était une production de ballons d'eau chaude. Aujourd'hui, elle s'est bien élargie avec des pompes à chaleur, des panneaux solaires et des laboratoires recherche et développement. Bref, une entité à part entière de l'énergie. La société pèse à ce jour plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le site de Folquemont est le 3e en termes d'importance dans le groupe. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV. À très vite.